Bonjour, Jean de la TCBH, ici Wilson Henley pour votre téléjournal local. L'église de Trois-Pistoles est finaliste au concours national Le Beau Sauvetage qui vise à apporter une aide financière de plusieurs dizaines de milliers de dollars aux gagnants pour la réparation d'un patrimoine local. Le but est de valoriser, célébrer et entretenir les domaines patrimoniaux du Canada. Le concours 2026 comporte 12 finalistes de partout à travers le pays, dont l'église de Trois-Pistoles. Les gens sont invités à voter tous les jours du 7 au 24 avril sur lebeausauvetage.ca. J'ai aidé Christine Dubé, la dame qui a soumis l'église au concours, à créer une campagne pour inciter les gens à voter. Voici la vidéo. C'est ici, dans l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles, que les Pistolois et les gens des Basques débattent de grands enjeux. Chantent ensemble. Célèbrent leur légende. Comme vous pouvez le constater, cette église est magnifique, mais il y a un problème. Les portes. Leur état s'est tellement dégradé que le vent, la pluie, la neige s'infiltrent à l'intérieur. Il y a urgence pour nos portes. Sonnons les cloches pour vos votes au projet Ensemble pour les portes de l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. Merci. Vive l'administration, les formulaires et les démarches bureaucratiques. Non, c'est pas vrai, c'est jamais le fun. C'est ce que vit présentement la Chambre des commerces de Trois-Pistoles. Elle veut changer de nom pour quelque chose de plus vaste qui inclut les Basques au grand complet plutôt que juste Trois-Pistoles. Ça paraît simple, juste à changer le nom sur la page Facebook, mais les démarches sont compliquées et ardues. Pascale Gagnon, présidente de FIP de Vers-Rioux et de la Chambre des commerces de Trois-Pistoles, a dû écrire au gouverneur général pour obtenir l'autorisation de changer de nom. Toujours pas de réponse. Selon la page web du directeur général, une réponse peut prendre plusieurs mois. On leur souhaite bonne chance pour naviguer dans cette bureaucratie sans fin. Bonne nouvelle! L'Assemblée nationale du Québec a adopté à l'unanimité une motion du Parti québécois qui vise à garantir des services d'urgence 24/7 à Pohénégamook et Trois-Pistoles. Elle a été présentée par les députés Joël Arsenault. La motion demande à Santé Québec de collaborer avec les milieux locaux pour trouver des solutions durables. Elle répond à une incertitude persistante concernant l'avenir des urgences dans ces communautés. Elle constitue un appui politique fort et unanime en faveur du maintien des services. Et parlant d'urgence et de soins de santé, un spectacle hors du commun est actuellement en tournée dans l'Est du Québec. Urgence rurale 360 mêle art de cirque et documentaire pour mettre en lumière les réalités du système de santé en région. Basé sur 15 ans de recherche menées dans plus de 300 urgences rurales au Canada, le projet met en évidence des inégalités importantes avec les milieux urbains, notamment un accès plus limité aux médecins spécialistes et à certains équipements essentiels comme l'imagerie médicale. Ces écarts ont des conséquences bien réelles. Les patients en région présentent un risque de mortalité plus élevé en situation d'urgence. À travers des témoignages, des reconstitutions et une mise en scène immersive, le spectacle vise à sensibiliser la population, mais aussi à interpeller les décideurs, alors que peu de changements ont été observés malgré les années de recherche. Et chaque représentation se conclut par des échanges avec le public où se mêlent inquiétude, propositions de solutions et attachement au maintien des services de proximité. Maintenant, pour nos reportages et entrevues cette semaine, discussion avec Louis-Charles Giroux, président et fondateur de l'application web Nous Partageons, qui vous fait faire de l'argent lorsque vous scannez vos factures d'épicerie. Ensuite, discussion avec Christine Marquis, directrice adjointe du Centre de services scolaires des Forts, qui nous parle de la situation légèrement critique de l'école La Colombe à Esprit-Saint. Seulement 11 inscriptions pour l'année 2026. L'école va-t-elle fermer ses portes? Pour finir, un extrait de l'entrevue de Maxime Gagnon avec Seb Rioux, vidéaste à Trois-Pistoles. Comme toujours, l'entrevue complète est disponible sur notre chaîne YouTube. Bonne écoute. Bonjour, Jean de la TCBH, ici Wilson. J'ai avec moi aujourd'hui M. Louis-Charles Giroux, fondateur et développeur d'une web app Nous Partageons. Comment ça va, M. Giroux, aujourd'hui?
Ça va très bien, merci de me recevoir. Merci à vous pour votre temps. Avant qu'on parle de nous partageons en tant que tel, pourriez-vous me parler un peu de vous, votre parcours et qu'est-ce qui vous a mené à développer cette chose-là? En fait, moi, je viens du milieu de l'alimentation. Si on parle d'expérience professionnelle, donc j'ai travaillé à la brasserie Molson, à la brasserie Sleeman, et puis les 8 dernières années, je travaillais chez Ferrero, le chocolat que vous connaissez sûrement. Donc, je dirigeais le Québec au niveau des opérations de détail et j'ai vraiment décidé là, de quitter ce bel emploi, dans le fond, pour démarrer le projet dont on va discuter ensemble. Et puis, pourquoi ça m'a mené là? Donc, c'est un projet que ça fait 15 ans que j'avais ça en tête. Et puis, ce que j'aime dire, c'est que les astres se sont alignés pour me permettre de démarrer cette aventure-là. Et puis, dans le fond, on va vous expliquer le programme, mais c'est d'une façon... moi, je viens du milieu là, de la vente de produits. Donc, vous savez, là, quand on travaille dans ces compagnies-là, on cherche toujours des nouvelles façons pour gagner des ventes, gagner des parts de marché. Donc, je vous dirais, c'est le prolongement de ça. C'est une façon différente, mais de générer de la demande pour des produits. Et puis, de l'autre côté, dans le fond, c'est de permettre aux gens, vous savez, les organismes à but non lucratif, ils font tellement de bien autour de nous. Et puis, c'est une nouvelle façon de les supporter. On n'a pas tous les moyens de faire des dons, mais avec notre programme, vous allez voir, c'est tellement facile. Donc, on va faire une pierre deux coups. On va encourager les produits qui nous encouragent à les acheter. Et puis, ça va nous faire également nous permettre de remettre des dons à des fondations ou différents organismes ici au Québec. Donc, avec votre expérience, je pense que vous étiez vraiment le mieux placé pour concevoir ça. Puis si en plus, ça fait 15 ans que ça traîne dans votre tête, je pense qu'on était dû. Et avec l'augmentation des coûts de la vie aussi, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment le bienvenu. C'est quoi le principe de base? Quelqu'un qui a aucune idée, c'est quoi? Résumer en 2-3 phrases le principe de base. OK, donc le programme Nous partageons, c'est un programme de récompense. OK, comme vous les connaissez déjà, toutes les compagnies, tu sais, les Métro et moi, Scène Plus, les Pétropoints. Donc, c'est tous des programmes que les détaillants mettent en place pour vous récompenser. Donc, le programme Nous partageons, c'est un programme de récompense qui va permettre aux consommateurs d'économiser sur leur épicerie et par le fait même de faire des dons à des organismes. Donc, c'est très simple d'opération. On va tout simplement sur notre... Dans le fond, on fait nos achats comme d'habitude. Donc, notre programme, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut l'utiliser partout, que ce soit chez Maxi, Super C, Métro, IGA. Donc, on peut utiliser le programme partout. Dans le fond, on achète les produits participants qui remettent une récompense. Tout ce qu'on a à faire, c'est en arrivant à la maison, après qu'on ait fait nos achats, on s'en va sur notre web app, alors nouspartageons.org. On prend tout simplement une photo de la facture et puis notre système va détecter les produits qui participent et ça va déclencher les récompenses. Et puis, une fois la récompense déclenchée, exemple, Wilson, tu vas acheter des produits. Wilson, tu viens de recevoir 2 $ sur cette facture. Il y a 1 $ qui va rester à toi. Et puis, l'autre dollar, tu vas devoir aider, faire un don à une fondation, à un organisme que tu désires aider. Et puis, nous avons plus de 86 organismes qui participent. Donc, on peut aider une multitude d'organismes, un organisme qui nous parle à nous. Donc, peut-être, toi, tu vas donner un don à un organisme, moi, ça sera un autre organisme. Donc, chacun va pouvoir faire son don à l'organisme qu'il désire. C'est vraiment, c'est fantastique. C'est super. Comme vous dites, les organismes en ont besoin. Moi aussi, j'ai besoin d'argent. Donc, on est gagnant-gagnant. Puis la première chose, quand je voyais le fonctionnement du programme, je me suis demandé, mais d'où il vient ce 2 $-là? Qui a, parce que là, on fait pas apparaître de l'argent. Et là, je commence à faire mes recherches et là, je comprends, les compagnies mettent de l'argent en marketing, mais là, on va déplacer cet argent-là. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Pourriez-vous me dire d'où vient ce 2 $-là? Oui, en fait, dans le fond, c'est... je vais donner un bel exemple. Donc, une compagnie que j'imagine vous connaissez bien dans votre région, c'est les Cretons, la compagnie Gaspésien qui participe avec nous. Donc, avec ces Cretons, on a aussi son jambon. Donc, à chaque fois qu'on va acheter un pot de Cretons, eux autres, ils vont donner 30 sous. Et puis, leur jambon, ils vont donner 1 $. OK? Donc, c'est eux qui décident
donner ces sommes-là pour inciter les consommateurs à les acheter. Donc, comme je vous ai dit, on a plus de 80 organismes qui participent. Tous les organismes vont dire à leurs supporters, ben voici des produits qui nous aident à acheter ces produits-là. Donc, pour eux, pour les compagnies, oui, c'est une forme de publicité. Et puis, qu'est-ce qui est plaisant pour ces compagnies-là, c'est que nous, notre programme, dans le fond, ça coûte rien si les gens ne les achètent pas. Donc, nous, ce qu'on dit aux produits participants, ben venez chez nous, on va vous annoncer à tous nos membres. Et puis, s'ils vous achètent, ça vous dérange-tu de leur donner une petite récompense? Alors, les produits participants sont très heureux de le faire parce que ça génère un achat. Exact. Ils prennent les ressources qu'ils auraient investies dans marketing, sensibilisation, rétention de clients, acquisition de clients, et là, ils les transfèrent dans quelque chose qui aide la communauté. Donc là, tu as une meilleure visibilité, puis en même temps, tu fais une bonne action. Exact. C'est très brillant. C'est très clever. J'aurais jamais pensé à ça. Et là, je réfléchissais à ça et il y a un dilemme peut-être philosophique. Moi, j'aime ça aborder les choses de façon philosophique, morale, éthique. Est-ce que ça ne rend pas l'acte de donner capitaliste où j'ai un gain, donc je donne. Mais si j'ai pas de gain, je vais pas donner. Donc, on transfère l'acte de donner dans un self-serving purpose. T'sais? Dans le fond, moi, de la manière qu'on pourrait le voir ensemble, c'est que ça n'empêche pas les gens de donner. OK? C'est un moyen additionnel de donner. Donc, les gens qui donnent déjà, continuer pour supporter des organismes, c'est important. Mais là, on va ouvrir vraiment, je vais dire, on va démocratiser le don. Dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes qui n'avaient peut-être pas les moyens de donner. Donc, ils vont pouvoir le faire sans aller nécessairement chercher de l'argent additionnel dans leur poche, mais tout simplement en faisant des achats à l'épicerie. Okay? Ouais. Présentement, le programme, tout le monde peut participer. Vous avez juste à vous inscrire sur nouspartageons.org. Et puis, on a mis dans le programme, on a les 4 litres de lait, des bananes, des cantaloupes, des ananas, de la viande à fondue. On a Cloverleaf qui participe, Bulle de nuit, les crotons gaspésiens. Donc, on a plusieurs produits. On a la bière, la gabière. Donc, c'est peut-être des produits qu'on achète déjà. Et puis, juste à prendre la photo de la facture, et puis ça génère des sous pour le consommateur et donner des dons. Donc, à votre réflexion, moi, je dirais au contraire, peut-être ça va sensibiliser les gens de plus en plus à faire des dons, à aider nos organismes. Puis quand on fait une transaction, pour le faire moi-même, j'ai fait plusieurs achats sur notre plateforme. Quand on fait la transaction et qu'on choisit un organisme, on se sent bien. Ça fait comme c'est drôle à dire, là, mais ça fait comme chaud au cœur de savoir qu'on peut aider quelqu'un aussi. Donc, ça va chercher les gens qui, naturellement, sont pas portés à donner, soit parce que manquent de sous, ils ont pas le temps, ils pensent pas à ces choses-là. Là, vous les attrapez, puis vous offrez une petite récompense en même temps. Exact. Moi, je pense aussi, ce qui m'intéresse beaucoup dans votre truc, c'est tout le codage, la structure, aller chercher les entreprises, les partenariats, l'administration, le logiciel. Après ça, tu as les serveurs, le scannage des factures. Comment est-ce que ça détecte un produit? C'est d'une ampleur massive. Est-ce que vous avez tout fait tout seul? Vous êtes programmeur? Vous avez une équipe? Comment? Ben, quand je vous ai dit que les astres se sont alignés, donc je vais vous expliquer. Donc, cette idée-là, je l'avais. Puis, honnêtement, je suis pas programmeur. Moi, je suis une personne de vente. Et puis, c'est ma tâche principale, ça va être de faire le marketing du programme, d'aller chercher des partenaires. Tout ce qui est au niveau informatique, je suis allé voir des firmes, OK? J'ai vu des firmes qui ont fait des sites puis des choses, pour exemple, les caisses populaires, métro. Et puis, quand j'allais rencontrer ces gens-là, les prix qu'ils faisaient là, pour développer mon programme, c'était inaccessible. J'aurais pas pu le partir. Là. Donc, j'ai quand même contacté des plus petites entreprises, là, si on veut, sur Internet. Et puis, j'ai rencontré la firme qui s'appelle Devactif. Et puis, on s'est parlé, ils m'ont montré qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est des gens très créatifs. Et puis, on s'est rencontrés. Et puis, ça a cliqué entre nous. Et puis, honnêtement... je suis émerveillé du travail qu'ils ont fait. C'est superbe, notre site. J'invite les gens à aller le voir, là. C'est très facile d'opération. Et puis, donc, ces gens-là, je les ai mis partenaires dans la compagnie avec moi pour développer ce projet-là. Et puis, donc, on est au début de ce programme-là, encore une fois. Le but, nous autres, c'est d'avoir une multitude de produits
Et puis, on travaille à grossir ce réseau-là pour que les gens puissent accumuler de plus en plus de sous à chaque transaction. Dans le fond, ce qu'on dit, nous, c'est que vos factures, maintenant, ils valent de l'argent. Okay? Donc, quand vous allez sortir de l'épicerie, prenez une photo, vous allez chercher 50 sous, 1 pièce, 2 pièces. Peut-être dans un an, quand on aura plusieurs produits, ça va être 4-5 $ à chaque facture que vous allez prendre en photo. Donc, c'est un moyen additionnel pour vous de ramasser des sous, aider des bonnes causes. Et puis, qu'encore une fois, vous pouvez faire vos achats partout. Vous pouvez même bénéficier des programmes de fidélisation de chez IGA, Métro, Maxi. Et puis, nous, ça s'ajoute en plus. Donc, c'est pas exclusif. J'adore, dans la phrase « votre facture vaut de l'argent », on entend votre expérience marketing. Ça sonne tellement, c'est tellement parfait, c'est tellement punchy puis droit au but. Ça paraît, j'aurais jamais pensé à ça. C'est votre expérience paraît à travers ça. C'est quoi le plus gros défi pour vous en ce moment pour que ça prospère, pour continuer la croissance? C'est quoi le plus gros frein? Donc, le plus gros défi, c'est de faire connaître le programme à l'ensemble de la population. Donc, dans le fond, nous, on a commencé, on a expliqué ça aux organismes. Eux autres, tu sais, pour un organisme, en passant, pour être membre là-dedans, c'est gratuit, ça coûte rien pour ramasser des sous. Pour l'organisme qui participe, ça coûte rien. Donc, on a recruté beaucoup d'organismes qui en ont parlé à leurs supporters et puis leurs membres. Mais là, le défi, c'est de faire connaître le programme à la population. Et plus qu'on va avoir de gens qui vont participer, plus qu'il y a de produits qui vont être intéressés d'annoncer avec nous, dans le fond. Donc, et puis, l'entrevue qu'on fait ensemble, ben ça sert un petit peu à ça. Donc, on vous remercie beaucoup de l'opportunité. Donc, c'est une jeune entreprise. Il faut se faire connaître. On a des moyens limités, mais on fait des bonnes actions. Tout est beau dans le programme. Donc, on espère que les gens vont vraiment participer. Je vous le souhaite. Comme Peterson a dit, le plus dur, c'est de passer de 0 à 1. Pas de 1 à 100, c'est de 0 à 1. Parce que là, vous allez voir un organisme et dire, OK, combien de gens utilisent votre programme? Ben, il n'y a personne en ce moment parce qu'on n'a pas d'organisme. Et là, vous allez voir les gens, je peux pas utiliser votre programme, vous n'avez pas d'organisme. Alors, c'est la poule avant l'œuf. Mais là, après ça, c'est un effet boule de neige. Une fois qu'il y a 500 personnes, on a 30 organismes qui rajoutent un autre 500 personnes, puis là, ça ping-pong comme ça. Exactement. Donc, le défi, c'est ça. Et puis, depuis une semaine, on a quelques entrevues à la radio avec vous. Donc, on voit notre membership qui augmente. Donc, le programme va se faire connaître. Et puis, tu sais, c'est un programme de loyauté. Je vous fais exemple Métro et moi. Le programme, il y a 2,5 millions de membres au Québec. OK? Donc, notre programme, on peut aller chercher 50, 100 000, 200 000, 500 000 personnes. Ouais. Donc, une fois qu'on a 500 000 personnes, tantôt, ça va être peut-être les produits qui vont vouloir nous appeler. Puis, on peut offrir nos produits à vos consommateurs. Donc, c'est de bâtir une brique à la fois, comme on dit. Et puis, chaque intervention qu'on fait avec des gens comme vous, ben, ça nous aide à démarrer le tout. C'est ma prochaine question. Où est-ce que vous voyez, supposons une croissance stable ou même, soyons généreux, exponentielle, où est-ce que vous voyez dans 5-10 ans, c'est les producteurs, les compagnies, c'est eux qui vous appellent, c'est les organismes qui vous appellent, qui vont vers vous. Le household marketing est fini. C'est ça que 2,5 millions dans 10 ans, 5 ans. Moi, écoutez, mon rêve ultime, c'est 1 million de membres au Québec. OK? Donc, tu sais, quand je serai à la télé, à la radio, dans les journaux, sur le bord des autoroutes, donc le potentiel est là, c'est prouvé, c'est des programmes qui fonctionnent. 90% des consommateurs au Canada utilisent un programme de loyauté. Donc, c'est des systèmes connus. Donc, nous, on ramasse des sous, on aide des organismes. Donc, à terme, on peut aller chercher facilement 1 million de membres. Et puis, le programme, il peut se répandre aussi au reste du Canada également. Là. Donc, on commence ici, tranquillement, brique par brique, et puis on espère grandir. Et puis, vous savez, là, tu sais, si on est, exemple, rêvons ensemble, s'il y a 1 million de personnes qui ramassent $1 par semaine, ça fait 50 millions par année, 25 millions pour nos organismes. Donc, le but, c'est d'atteindre des beaux chiffres puis de générer des sommes importantes pour aider nos organismes. Le potentiel, il est incroyable. Il est absolument incroyable.
Exact. Ouais, c'est fou. Bon, on va encourager tout le monde, tous nos téléspectateurs à aller sur le site web qui va s'afficher ici en bas de l'écran. Puis, une autre technique marketing fonctionne, c'est le bouche à oreille. Fait que parlez-en, montrez-le, dites-le aux gens, ta facture vaut quelque chose, grâce à Louis-Charles Rioux. Je vous encourage vraiment. Bonne continuation. Je sais pas s'il y a quelque chose en terminant que vous vouliez dire qu'on a oublié de mentionner. Ben, juste rappeler, dans le fond, aux gens d'aller voir, allez vous inscrire, nouspartageons.org. Vous inscrivez, c'est gratuit, ça coûte rien. Vous allez voir les produits participants et puis vous pouvez déjà, une fois inscrit, prendre des photos de facture, puis vous allez voir tellement c'est facile. Essayez-les. Et puis, vous allez voir la facilité. Ça prend 15 secondes et puis on a fait un don, on a ramassé des sous. Bon, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de friction. Point A, point B, c'est fini. Merci, Monsieur Rioux. C'est vraiment apprécié. Merci pour votre temps. Vraiment. Merci Wilson. Bonne journée. Bonne continuation. Salut. Bye-bye. Bonjour, Jean de la TCBH. Ici Wilson. J'ai le plaisir avec moi d'avoir aujourd'hui Madame Christine Marquis, qui est directrice adjointe à la commission scolaire des Forts. Centre des services scolaires de la commission des Forts, pardon. Comment allez-vous, Madame Marquis? Ça va très bien, merci. C'est le Centre de services scolaires des Forts. C'est vrai que c'est long un peu, mais c'est Centre de services scolaires des Forts. Exact. Mais tous les services scolaires dans le coin ont des beaux noms, des lacs et du fleuve, des forts et tout ça. C'est tous des beaux noms inspirants. Alors, on se voit aujourd'hui parce que l'école La Colombe d'Esprit Saint n'a reçu que 11 inscriptions pour l'année qui va venir. Ça implique quoi d'avoir seulement 11 inscriptions? En fait, c'est 11 inscriptions, peut-être 12. On a une confirmation en attente, mais qui sont échelonnées sur plusieurs niveaux, là, de la première à la 6e année. Donc, habituellement, pour réussir à constituer un groupe, offrir des services éducatifs aux élèves, ça nous prend au moins 6 élèves de première à 3e année et 6 élèves de 4e à 6e année. Mais là, dans le cas qui nous préoccupe présentement, les 12 élèves sont échelonnés de façon qu'on n'est pas capable de former un groupe de la première à la 3e année. Donc, on envisage de former un groupe de la 3e à la 6e année. Donc, un groupe de 3, 4, 5, 6 dans lequel il y aurait 9 ou 10 élèves, là, dépendamment si notre 12e élève se confirme. Donc, s'il n'y a pas davantage d'inscriptions, il n'y aura pas fermeture de l'école, mais il y aura restructuration. Tout simplement. C'est ça. Chez nous, on appelle ça une modification de cycle. Donc, on a lancé le processus de consultation pour procéder à cette modification de cycle. Et les 2 élèves, parce qu'on a quand même 2 élèves présentement qui sont inscrits en première année, ultimement, suite à cette consultation-là, pourraient être déplacés vers l'école Bois-Joli, qui se trouve à Saint-Narcisse. Et comme on en avait parlé la dernière fois, notre première entrevue avait échoué, Jean. C'est vraiment, j'aimerais pas être le père d'un de ces 2 parents-là parce que on structure notre vie, notre routine autour d'une localité d'où le travail, tout ça est là, d'être forcé d'aller à une autre école, c'est vraiment pas le fun. En plus, je trouve ce qui est dommage dans cette histoire-là, c'est que, comme vous m'aviez dit, sur le territoire, vous avez assez de jeunes. Si les jeunes s'inscrivaient à cette école-là, il y a suffisamment, je pense, une trentaine, 36 enfants sur... Tout à fait. En fait, nous, annuellement, là, on reçoit de la part du ministère des prévisions d'effectifs élèves. Ces prévisions-là nous sont fournies par le ministère de l'Éducation, mais ça provient des données de la RAMQ. Donc, la RAMQ, selon les naissances qu'il y a eu là, en telle année, il y a un potentiel de 30 élèves sur le territoire. Donc, on sait que présentement, certains sont allés s'inscrire dans d'autres écoles, soit de notre territoire ou du territoire voisin. Donc là, on a lancé quand même, là, on avait fait une activité, là, une assemblée citoyenne pour tenter là, de donner le plus d'informations possible aux parents, faire en sorte qu'on était capable de ramener ces élèves-là à l'école de la Colombe.
Mais dans les faits, là, on avait extensionné notre période d'inscription, tenté là, de mousser les inscriptions puis de voir est-ce que ça donne des résultats. Donc, ça n'a pas donné de résultats. Donc, on a été obligé là, d'enclencher le processus de consultation pour la modification du cycle à l'école La Colombe. Mais on prend des inscriptions, on continue. Ça va... Peu importe à quel moment, là, si on a des parents là, qui se manifestent, qui viennent inscrire leurs élèves, on va les prendre. Puis là, ben, ça va juste améliorer notre situation. Puis lorsqu'on va arriver normalement, la décision là, va se prendre au conseil d'administration le 26 mai. Donc, c'est à la lumière de nos recommandations là, qu'on va déterminer si on modifie ou pas le cycle, si on est capable d'offrir ou pas des services là, aux plus jeunes. Là. Le bassin de 30 élèves est là, mais seulement 11 inscriptions. J'imagine que l'école, elle est pas moins bonne qu'une autre, elle est pas plus sale ou plus... pourquoi la différence? Pourquoi un manque d'inscriptions alors que le bassin est là? Ben, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Ce qu'on entend là de la part des parents, souvent, la fratrie, les grands frères, grandes sœurs sont dans une autre école, donc ils souhaitent que l'ensemble de la famille soit au même endroit. Des fois, c'est parce que le parent, pour son travail, justement, a un trajet en particulier ou va travailler dans une autre municipalité, une autre localité. Donc, ils voyagent les jeunes vers l'école de cet autre endroit-là. Parfois, parce que c'est ça, à l'école La Saint-Narcisse, là, on a aussi dans cette école-là du secondaire 1-2. Donc, ça fait en sorte qu'effectivement, là, on souhaite suivre les frères et sœurs plus vieux. Des fois, c'est des amis. Fait que ça c'est un effet boule de neige, un ami qui va ailleurs. Donc, on suit. Donc, il y a plein de raisons qui peuvent être justifiées, mais en fait, ça met quand même en péril la situation de l'école La Colombe, qu'on suit quand même là, de façon régulière depuis quelques années. La clientèle est quand même fragile là, depuis quelques années. Donc, on travaille avec les 2 municipalités. Là. Cette école-là, c'est le bassin de la municipalité d'Esprit-Saint, mais aussi de Trinité-des-Monts. Donc, on a un comité d'analyse. On se rencontre 2 fois par année. On tente de mettre en place des moyens. Les municipalités aussi travaillent de leur côté à soit développer des infrastructures qui feraient en sorte que ça attire des familles. Ils ont aussi, la municipalité d'Esprit-Saint a aussi mis en place un service, une halte garderie, parce que ça peut être attractif aussi pour les familles, pour aller s'installer dans ces municipalités. Donc, on travaille tout le monde ensemble pour faire en sorte là, qu'on maintienne ce milieu-là. C'est ça que je vois sur tous les fronts. Donc, bonifier l'offre de services, faire du marketing, de la communication, rallier les gens, tout ça. Tout à fait. Ah, c'est bien. Et donc, les prochaines dates à venir, vous en avez parlé fin mai. Y a-t-il d'autres dates importantes? Oui, on va faire notre consultation publique le 13 mai. Donc, le 13 mai, ça va se faire dans le gymnase de l'école. Donc, à ce moment-là, les gens qui auront voulu déposer ou présenter là, un avis pendant la période de consultation, parce que là, la période de consultation, là, elle est lancée depuis le 25 mars et les gens ont jusqu'au 1er mai pour nous transmettre des avis écrits s'ils le souhaitent. Et puis, ils peuvent aussi se manifester là, s'ils souhaitent prendre la parole lors de notre assemblée publique le 13 mai, ils peuvent le faire. Donc là, on recueille tout ça, puis on se revoit le 13 mai, là, tout le monde, là, pour cette séance-là, là, en soirée à l'école de La Colombe. Il y a aussi eu hier, c'était-tu hier? Oui, hier, le conseil d'établissement. On a tenu un conseil d'établissement extraordinaire à l'école de La Colombe, donc pour donner de l'information aux gens. Et on aurait pu aussi, là, s'il y avait eu du public, s'il y avait eu des parents qui avaient décidé de participer au conseil d'établissement, là aussi, c'est un lieu pour avoir de l'info puis s'assurer là, que les choses se déroulent adéquatement, là, puis que ça se fait dans la transparence. C'est ça aussi, là.
être sûr que les gens ont toute l'information puis qu'ils ont le temps aussi là, de réagir puis bien venir s'inscrire. Effectivement. Et la transparence, ça entraîne aussi la confiance et donc un respect mutuel et donc ça donne envie d'aider, de participer parce que vous n'êtes pas en train d'essayer de monter quelque chose sans rien communiquer. Donc, continuez sur votre belle trajectoire. Les gens qui voient ça en ce moment, envoyez de belles ondes. Moi, j'ai confiance. L'augure est bonne, les étoiles sont alignées. Donc, voilà. Merci, Madame Marquis, pour votre temps. Votre deuxième temps, c'était vraiment apprécié. Merci beaucoup. On va se croiser les doigts pour la suite. Tout le monde se croise les doigts. Exactement. Yeah. Salut. C'est bon. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, ici Max Gagnon pour la TCBH. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Seb Rioux. Bonjour Seb. C'est à moi l'honneur. Ben merci, c'est partagé. Alors, je vais commencer par une question très simple. Il faut mettre la table. Sébastien Rioux, qui es-tu? Sébastien Rioux. Je suis né à Trois-Pistoles il y a bientôt 50 ans. J'ai fait tout mon secondaire ici. Je suis parti, dans le fond, de Trois-Pistoles après mon secondaire 5 pour aller étudier à Rivière-du-Loup, entre autres. Puis je suis revenu. Je suis parti de 1993 à 2011. Parti presque 20 ans. Tu as fait un peu le tour du Québec ou? Oui, j'ai même habité 4 ans en Ontario. J'étais prof de français là-bas. Prof de français dans des communautés franco-ontariennes? J'étais prof de français au privé. Dans le fond, le background, justement, ce qui m'a mené à ça, c'est que j'ai été animateur à l'école de langue ici, moi, pendant 6 ans. Ah oui? Ouais, donc, je suis déménagé à London, en Ontario, à un moment donné, parce que je connaissais des gens qui étaient venus étudier ici. Moi, j'étais animateur, je me suis fait des amis parmi les étudiants, puis j'ai décidé de déménager là-bas. Par les connexions que tu as eues sur le terrain. Oui, exactement. Puis moi, en arrivant là-bas, en ayant travaillé déjà pour l'Université of Western Ontario, qui était à London, en Ontario, j'avais ce bagage-là dans mon CV. Donc, je me suis trouvé les pieds je me suis trouvé une place dans une petite boîte privée de français langue seconde. Et je travaillais pour... c'était le business French, puis c'était le français des affaires, vraiment. Je travaillais pour... je donnais des cours à l'armée, à Bell Canada, à la GRC. C'était des cours business French, c'est-tu des cours de français plus professionnalisés? Oui, c'est ça. Axés sur les affaires, puis pas sur les relations internationales un peu? Oui, aussi. Oui. Ouais. Moins sur le parler de tous les jours. Là. Moi, c'est ça que j'incluais en tant que Québécois, puis j'aimais ça toujours que je leur apprenne des expressions. OK. Là. Parce qu'il y a des gens qui se destinaient au Québec avec leur français, donc ils voulaient peut-être apprendre à parler québécois, quelque part? Ou... Oui, dans le fond, ces gens-là, c'était dans le cadre de leur travail. Eux, il y a aussi l'aspect que ces gens-là pouvaient, à la suite de ces cours-là, éventuellement avoir une promotion comme étant devenus bilingue business, des affaires. Okay, donc, on ne pourrait pas avoir une discussion de philosophie, mais on pouvait avoir une discussion... dans leur travail pour pouvoir répondre à des services en français. C'est pour ça qu'il y avait des cours aussi pour le gouvernement. Puis, je donnais des cours le matin, très tôt, le midi, puis le soir, puisque ces gens-là travaillaient. Donc, tu te reposais jamais, tu mangeais pas, non? Mais non, mais l'avant-midi puis l'après-midi, j'avais mes après-midi libres. J'allais jouer de la musique souvent. Ouais. Ah oui, jouer avec des gens? Ou... J'avais un band aussi là-bas. Dans le fond, moi, j'ai mon bagage Mon bagage de 15 ans à 35 ans, ça a été de jouer dans des bands de musique, d'avoir des... C'est quoi ton instrument? La guitare principalement, mais un piano aussi, mais j'ai été chanteur dans des bands principalement. J'étais avec Kajibi, dans le fond, de 1999 à 2010, avec des gens de Trois-Pistoles qu'on connaît, là, Fred Lagacé, avec Guillaume Côté-Philibert, toute cette gang-là, Olivier Lebel... quand même, Talbot. Gang, ouais, c'était cette gang-là qui a été le noyau du début de Kajibi. On est déménagé à Montréal ensemble en 2001. On a roulé notre boss pas mal à Montréal jusqu'à... Vous avez fait des tournées? Oui, on a surtout beaucoup joué à Montréal. Ce qui nous est arrivé, mais ça nous a mené à jouer à plein de places. Là. Puis là, en fin de semaine, à la Forge, chez les Breastfeeders, puis on a joué souvent avec les Breastfeeders. Ouais, on a fait l'ouverture de l'UQAR en 2007, puis l'ouverture de l'ouverture de l'UQAM en 2007, puis l'ouverture de l'UQAR en 2009 avec eux autres.
C'est-tu des gens du coin aussi? Ou... Non. C'est juste qu'on était dans ce cercle musical-là quand on était à Montréal. Les fortes années de KGB, c'était ça, là, 2004, 2005, 2006, 2007, mettons, 8, 9. Là. Ça a été les grosses années. C'est quoi le style? Funk rock. Funk rock? Ouais. Qui est en On entend de musique présentement? On veut du funk rock. Ah, c'est bon. Si j'ai mis dans l'arbre mon sourire, connecter le regard avant de bien mourir. Ingurger la théorie de m'être plus viré, de prendre possession de mon temps inondé, des tâches routinièrement liées au tic-tac. Hostie, il pète ma bulle de tout petit, sans taxe, sans prix, sans industrie. Juste réaliser que je suis quand même tout oui. J'ouvre la bouteille non pour oublier le plaisir de savourer sans pitié et des cases prouver l'imputabilité. Alors, il avait un petit intermède, voilà. Comme on disait, dans le fond, tu as roulé ta bosse en tant que musicien au début, c'était principalement ça, ton parcours de vie, on pourrait dire. Oui, jusqu'à l'âge de 35 ans. Ça t'a amené à découvrir plein de choses, dans le fond. Ouais. Puis, est-ce que c'est encore présent dans ta vie? Est-ce que tu joues encore un peu de musique pour le La musique, oui. Pour le plaisir? Surtout à la batterie. Je me suis comme recyclé en batteur depuis une dizaine d'années facile parce que j'ai commencé à avoir des problèmes au poignet et jouer la guitare, c'est plus compliqué, donc plus difficile. Ça demande un peu moins de poignet, le drum, mais c'est quand même forçant sur l'avant-bras. Ça me demande moins, c'est ça. C'est moins précis. Facile. J'ai plus de difficultés maintenant à jouer de la guitare, malheureusement. Là. Je suis plus percussion maintenant. Je me suis mis au violon depuis le mois de janvier. Ah, génial. D'ici 2046, je devrais être pas pire. C'est facile fausser une note sur un violon, on va le dire. C'est facile. J'ai compris l'instrument assez rapidement parce que c'est comme l'inverse d'une guitare. Là. Donc, techniquement, je le comprends, mais toute la technique de l'archet puis tout ça, c'est plus compliqué. Ça en vient là. Puis, fait que là, tu as fait un peu le tour du Québec. Tu as voyagé quand même beaucoup. Tu as roulé ta bosse. Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu à Trois-Pistoles? À ce moment-là, j'étais avec quelqu'un qui, avec une conjointe que j'ai amenée à Trois-Pistoles pour une première fois. Puis je me souviens, on est allé sur le bout du quai, puis elle a dit « Hey, toi, si un jour tu vas revenir à Trois-Pistoles, je te suis. » Est-ce qu'il y avait un coucher de soleil à ce moment-là? Il devait y avoir un coucher de soleil à ce moment-là. Parce que ça marque quand on voit ça. Finalement, on a fait « OK, on déménage ici. » Puis 6 mois plus tard, on était rendu là. Ça s'est fait relativement vite. On a trouvé une maison rapidement à Trois-Pistoles. Je suis arrivé en 2011, j'avais 35 ans, puis j'avais toute la vie encore devant moi, comme aujourd'hui. Mais t'avais-tu perdu le lien avec Trois-Pistoles? Non. Non, tu l'as toujours gardé? Non, ouais, effectivement. Surtout les premières années, quand je disais que j'ai déjà travaillé à l'école de langue, c'était l'été, moi, pendant l'hiver ou la période scolaire, même si c'était pas la période, j'allais pas à l'école, mais je travaillais pendant l'année, puis je revenais souvent passer l'été ici. OK, oui. Pendant plusieurs années. C'est jamais, je pense, jamais arrivé que je suis jamais venu à Trois-Pistoles pendant l'été. Mais toutes les années que j'ai vécu à Montréal, là, ça a fait que l'été, je profitais de Montréal pas mal pareil. Mais le fleuve m'a toujours manqué. Là. Oui, puis le fleuve à Montréal, il y en a pas beaucoup. C'est plus pareil. Hein? Non. C'est plus la même. C'est une petite embouchure. Puis d'après toi, c'est quoi qui fait que Trois-Pistoles, qui est vraiment plus petite que les autres villes, a une identité aussi forte, puis genre attire une force d'attraction aussi grande par rapport à des monstres comme Montréal ou comme Québec? Il y a eu la vague Eco-Fight que j'aime appeler, là, qui a, au début des années 2000 jusqu'à 2013-14, malheureusement, je ne me souviens plus de l'année exacte, là, mais ça l'a créé comme un mouvement de vitalité de jeunes qui ont dit « Hey, c'est cool ce festival-là », puis ils venaient l'été, puis ils ont décidé de s'impliquer puis de s'implanter à Trois-Pistoles puis dans les Basques. Ça fait toujours ça. Là. Souvent, les personnes arrivent à Trois-Pistoles, puis après ça, s'achètent une maison à Sainte-Françoise, s'achètent une maison dans les rangs. C'est un phénomène bien connu. Oui. Il y a de l'espoir dans les Basques. Je trouve ça le fun de voir. Il y a de la place. Il y a de la place. Il y a tellement de la place, en vrai. Ouais. Puis de la place pour des projets.
sais. C'est souvent les gens qui viennent ici, c'est le fun qu'il y ait aussi des projets. Il y a de s'intégrer, puis tu peux te trouver une job dans des choses qui existent déjà. C'est quand même assez fascinant ici comment les gens peuvent avoir beaucoup de projets. Ouais. C'est les gens se loadent de projets, si on veut, comparé à Montréal. Des fois, il y a du monde qui font juste travailler. Oui. Ils se divertissent, travaillent, se divertissent. Mais ici, c'est comme on crée des choses. Là. Je pense qu'il y a cette portion-là de la population. Là. Trois-Pistoles, il y a quand même 3500 personnes. Puis les gens qui sont impliqués voient les gens qui sont impliqués. Tu vois les mêmes gens. Et on se recroise souvent. Oui, souvent les gens qui sont impliqués sur plus d'une implication en même temps, là, plus d'un conseil d'administration, ou plus d'un festival, ou plus de. Les gens impliqués sont impliqués. Puis à Trois-Pistoles, ceux qui s'impliquent sont impliqués pas à peu près. Là. C'est ça qui est le fun. Puis parlant d'implication, là, j'ai cru comprendre que tu as un passé de personnes qui s'engagent socialement assez fortement, même des fois intensément. Ça serait quoi la cause sociale qui te tient le plus à cœur aujourd'hui, en ce moment? Quand on se battait contre le projet de barrage en 2002 sur la rivière Trois-Pistoles, on avait un slogan qui était la justice environnementale, qui parlait de justice environnementale. Puis je pense que ça a toujours été ça qui m'a... Les injustices, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient d'un niveau... Voyons, je cherche mes mots encore, je vais trop parler en même temps. Les justices, qu'elles soient au niveau environnemental, qu'elles soient au niveau social, qu'elles soient au niveau colonial, les minorités, c'est quelque chose qui me touche vraiment, ça vient me chercher, puis je me sens... Tu te sens appelé parce que tu es sensible par rapport à ces enjeux-là. Là. Je me sens appelé, puis j'ai pas le choix. Je veux dire, si ça me touche, je dois faire quelque chose. J'ai l'impression qu'en tant qu'être humain, quand tu es indigné, tu as un certain devoir de t'indigner, puis de l'exprimer. Pas juste chialer, puis aller se coucher, puis rechialer. Non. Il faut que ça passe à une action à un moment donné, si je comprends bien. Non, je suis le genre à, effectivement, en vrai, il y a trop de combats, mais j'en ai choisi quelques-uns, puis l'environnement est effectivement un, parce que ça a toujours touché les Basques, Trois-Pistoles, la rivière Trois-Pistoles. Tu sais. Je pense que je suis devenu engagé environnementalement par défaut, parce que c'est ce qui a touché Trois-Pistoles puis les Basques, mais si j'étais né, ça, tu comprends ça, on va essayer de le couper. Si j'étais né ailleurs, j'aurais probablement milité pour d'autres causes, tout simplement parce qu'il y aurait eu d'autres enjeux ailleurs. Là. Oui. Bien, c'est vrai que le paysage de Trois-Pistoles, la ruralité, la proximité avec la nature, ça fait qu'on est conscient que c'est beau. Ouais. Parce que, mettons, à Montréal, beaucoup de béton. Protéger une forêt, c'est quasiment un enjeu lointain parce qu'il n'y en a pas dans la ville. Ouais, t'as raison. Fait que, dans le fond, ça t'a marqué. Mais je veux savoir, en fait, j'aimerais ça parler de ce que tu fais maintenant comme tes projets plus actuels. Ouais. C'est. Attends, si je me souviens bien. Vas-y. Tu es documentariste, cinéaste, réalisateur et photographe. Tu as ta propre compagnie de production de vidéos. T'es quand même, à ce qu'on dit, tu es très occupé, tu es en demande quand même. Ouais. Comment ça se passe? Merci la vie. Je suis privilégié, je pense, de vivre de mon art. C'est ça, justement. On est quand même dans une région pas trop populeuse. Comment tu fais pour tirer ton épingle du jeu puis continuer comme ça à rouler? Je suis quand même un peu ce qu'on appelle slasher, là, un slasher, quelqu'un qui fait plusieurs choses en même temps. Donc, oui, je fais de la vidéo, c'est la chose principale, ma source principale de revenus. Puis c'est là que je dis merci la vie. Mais je fais aussi de la photo, donc j'ai des contrats de photo. Je peux avoir des contrats, je fais des sites web, donc je peux avoir des contrats de sites web. Donc, tu sais, je fais plus qu'une affaire, je donne des cours de tablette aux aînés depuis 15 ans. Merveilleux. Scope ici, là, je pense à ça un peu, mais... Je pense que je vais envoyer le lien à ma mère, ça pourrait l'aider avec son iPad. Oui, c'est exactement. C'est ce que je fais depuis... On te salue, je fais ça, surtout le printemps, là, c'est en demande, je fais ça dans les FADOC et les clubs de 50 ans et plus de ce monde. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au mois de juillet, je vais atteindre la cinquantaine, donc je me disais que je vais pouvoir me donner des cours à moi-même maintenant. Mais c'est quand même ça doit être valorisant de faire ce geste-là parce que les aînés,
ça prend pas grand-chose des fois pour qu'ils soient capables d'utiliser ces outils-là. Il faut juste que quelqu'un leur explique, prenne le temps de leur expliquer, dans le fond. Oui, parce qu'ils ont tous le même... Et puis ils m'arrivent tous avec le même discours. « Ah, mon petit-fils m'a essayé de me montrer ça, mais il est allé trop vite, puis il l'a fait pour moi. » Puis moi, je prends le temps avec eux. Pour qu'ils soient autonomes. Oui, il faut qu'ils soient autonomes. Ouais. Puis c'est souvent les mêmes demandes qui reviennent, les mêmes besoins. C'est la communication, communiquer avec la famille, être capable d'aller sur le Facebook des petits-enfants, puis voir comment ils vont, puis jouer aux petits jeux, puis prendre leurs nouvelles. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ton contrôle, la partie de ton travail qui te rend plus fier, ce contrat-là, ou c'est... Ah non, la création, ça me rend fier aussi, sinon je le ferais pas, là. Je pense que de voir les gens, dès qu'il y a une personne qui me dit « Ah! » J'avais jamais compris ça, puis que la personne l'a compris, c'est toujours un prix, une satisfaction. Oui. Mais la création, j'ai besoin de créer pratiquement tous les jours, que ce soit en vidéo, en photo, en musique, en texte, en écriture, en poésie, en à peu près tout. C'est un besoin viscéral que si je fais pas, je deviens un petit peu grognon. Fait que le processus créatif, c'est ça qui te branche le plus. Oui. Puis tu travailles sur quoi en ce moment? C'est quoi ton gros projet là, que tu couvres? Je travaille sur un documentaire. Je vais choisir de parler de celui-là, là, mais un documentaire qui, jusqu'à maintenant, va s'appeler « Tant que nous marcherons ». Et j'ai été invité par les organisatrices et organisateurs de la Marche pour le vivant qui a eu lieu l'année passée au mois de juin. Entre le BIC et Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges. Ça a fait beaucoup jaser dans les médias. Oui, effectivement. C'est une marche de 4 jours. Et j'ai été invité à me joindre à eux pour prendre des images, en ne sachant aucunement qu'est-ce que j'allais faire avec ces images-là. Moi, c'était pas ma première marche. J'ai marché, entre autres, en 2010 contre les gaz de schiste, qui a été un énorme mouvement là, contre les gaz de schiste en 2010 quand même. Là. Je me suis rendu compte, j'ai voulu aller creuser le sujet de ça transforme les gens qui marchent de marcher. Je me rends compte de ça. Il y a des discussions qui jamais tu aurais eues avant. Tu discutes avec des gens que tu n'aurais jamais rencontrés aussi. Marcher, ça transforme l'être. Tu peux ne pas discuter avec des gens et être transformé aussi, là, mais bon. Aussi, ça doit aider beaucoup la cohésion de groupe par après. Totalement. On a une expérience en commune ensemble. Il y a une expérience de co-gestion, d'autogestion d'événements dans ces événements-là, souvent. Là. Surtout sur plusieurs jours, tu dois cohabiter avec des gens, donc tu dois cohabiter. On sait comment ça peut être dur des fois d'aller en voyage, même avec nos proches, puis de bien s'entendre. Des choses comme ça, mais tu le fais pour la cause. Donc, marcher, le documentaire est vraiment marcher en tant qu'outil de mobilisation sociale. Donc là, je cherche à aller avoir des témoignages et de creuser la question de quel est l'impact des marches comme mouvement social? Pourquoi on marche? Dans le fond, je veux répondre à cette question-là. Pourquoi on marche pour changer les choses? C'est une grande analyse du phénomène. Oui. Là, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec Donatella Della Porta, qui est une Italienne sociologue spécialiste des mouvements sociaux mondiaux. Ça a été la première personne qui a embarqué dans mon idée folle de faire ce film-là. Puis elle est super sympathique, Donatella. Et la prochaine personne qui va rentrer dans mon film, c'est Stanley Volant. C'est le premier médecin Une grande pointure en termes de... Oui, aussi. Lui a accepté. J'ai eu tellement de belles discussions avec lui au téléphone pendant 45 minutes. Il est généreux. Il est très généreux. Puis je me dis, l'entrevue, elle va être magnifique, mais il tripait sur l'idée, puis il tripait sur ce que je fais. C'était le fun à entendre, tu sais. Le positif venait vraiment beaucoup de lui, puis c'est lui qui voulait s'impliquer. Donc, le projet en est là. Je vais faire ma rencontre. Je vais avoir ma rencontre avec lui au mois de mai. Donc, ça va être inspirant. Puis, je m'inspire beaucoup de l'évolution. C'est comme une quête en même temps, d'essayer de répondre à certaines questions. Je le sais que ça transforme. Je le sais que ça marche. Mais pourquoi ça fonctionne? Tu veux argumenter un peu la thèse, si tu veux. Oui. Puis, tu sais, c'est même repris. Les marches, je veux peut-être effleurer la chose. C'est que ça marche tellement que c'est même repris par la droite. Ça a l'air que c'est
C'est moins niaiseux qu'on pense. Ouais, c'est moins Parce niaiseux que qu'on des fois, pense. on peut ridiculiser les marches comme Ouais. Tu sais, c'est ça. Mais eux, ils l'utilisent, selon moi, à un mauvais escient. Là. Si tu marches contre l'avortement, je risque d'être au bout de la marche pour t'arrêter. Là. Mais la marche, si on l'analyse en tant que mouvement social, ben oui, elle est utilisée par plein de gens et pas seulement la gauche. On a parlé de la droite. Je pense que j'ai un lien pour t'amener à un autre sujet. Pour résumer ça, grosso modo, il y a un homme qui t'a harcelé sur les réseaux sociaux pendant près de 2 ans, qui devait purger une peine de 9 mois de prison plus l'approbation. Puis, tout simplement, moi, c'est la première chose que j'ai trouvée sur Internet dans les actualités, c'était cette histoire-là. Parce que ça a fait beaucoup d'articles. Ouais. Puis, donc, je me demandais tout simplement, peux-tu nous expliquer brièvement ce qui s'est passé? Oui. Toute une histoire pareille. Moi, la pandémie, je ne l'ai pas vécu pandémie du tout. Moi, j'étais là-dedans à fond. Là. Ça a commencé fin décembre 2019. Ça fait que début 2020, moi, j'en avais par-dessus la tête à gérer les messages haineux qui rentraient. Pour faire une histoire courte, les gens qui me connaissent savent que je suis quand même verbal sur mes opinions sur les injustices. Et je le fais sur les réseaux sociaux. Et ça choque des gens, puis c'est correct là, dans un sens. Là. Mais il y a un moyen de répondre à mon opinion d'une autre façon. Mais lui, il l'a vraiment pas pris. Il n'a pas aimé ma façon de faire. Fait que ça a commencé sur l'ostinage sur Facebook, on pourrait dire. Oui, sur Twitter, en vrai. Là. Il a répondu à un de mes commentaires en me faisant une menace de mort, tout simplement. Ça fait que moi, j'ai porté plainte tout de suite parce que j'ai décidé de ne pas accepter ça. Dès le départ, la première menace que tu as faite, tu as porté plainte? On avait déjà eu des échanges, là. Okay. Mais ça faisait comme un petit bout qu'il n'y avait pas eu d'échange. C'est quelqu'un qui est revenu une fois de temps en temps, quelqu'un qui était anonyme. C'était au sujet de quoi? Là? C'était à propos de Epstein. Ouais. C'est quoi, il voulait défendre Epstein ou non, il était pas clair? Ou... Là, ça devient un peu compliqué. Voulez-vous vraiment entendre tout ça? J'ai fait une publication. Le but de la publication était de montrer que les mœurs changent, autre temps, autre mœurs, puis que par chance que ça arrive de même. Tu sais. Il y a des choses, on parlait de la fenêtre d'Overton tout à l'heure, il y a des choses qui sont acceptées dans un moment période d'une existence qui ne le sont plus à un moment donné, puis c'est bien correct comme ça. Là. Donc, puis là, j'ai fait la comparaison que ma publication, c'est que c'était correct, Epstein, là, les petits jeunes dans le temps, je me souviens plus que les nouvelles qui passaient, tu sais, je voyais beaucoup passer ça, des gens qui excusaient ça. Puis moi, j'ai fait, écoutez, moi, mon ancêtre, Jean Rioux, là, quand il est arrivé, là, il avait 23 ans, puis il s'est marié avec Catherine Leblond, qui avait 13 ans. Dans ce temps-là, c'était accepté. T'sais. Aujourd'hui, ça passerait jamais. Puis c'est une méchante bonne chose que ça passe plus. Oui. Mais là, à cette époque-là, c'était accepté. Donc, puis là, il a fait « Ah, t'es un mot, t'as dit tu viens d'une famille de pédophiles. » Il est parti là-dessus avec « If I'm gonna find you, I'm gonna kill you. » Ça a été sa menace. Wow, mais... Bon, je veux dire, on pourrait... là, on part de loin, mais c'est ça. On pourrait remettre en doute sa santé mentale, peut-être. Totalement. Mais... J'ai porté plainte, c'est allé en cours, il a été arrêté. Je vais faire une histoire vraiment courte. Il a été arrêté parce que ça a duré pendant 18 mois, plus de 400 messages haineux, des photos pas belles à voir. Mais ça, pendant ce temps-là, la police... Oui, pendant 1 an, sur les 18 mois, pendant 12 mois, la police était sur le cas. Moi, j'ai porté plainte après 6 mois. Mais c'est pas évident de retracer quelqu'un qui est anonyme. Ils ont réussi. Mais il devait avoir des preuves hors de tout doute que débarquer chez lui faisait qu'il y avait assez de preuves pour le poursuivre. C'est la couronne qui l'a poursuivi. C'est pas... Je suis pas allé au privé, je suis pas allé au criminel. Non, c'est allé au criminel. Oui, mais je comprends. La couronne peut dire... Moi, j'ai porté plainte, c'est la couronne qui a poursuivi au moins, tu n'avais pas à t'occuper du non, dossier. Exactement. J'aurais pu ne pas y assister du tout. J'assistais à toutes les représentations. Mais la preuve était tellement énorme que... C'est pas tout le temps que les gens vont en prison pour des menaces sur Internet. Donc, lui, 9 mois, c'est quand même... Ça veut dire que c'était important. J'ai fait de jurisprudence. Puis, c'est ma petite victoire à moi pour ça. Là. Tu sais, moi, quand ça a sorti dans les médias, là... Puis je savais que ça allait sortir dans les médias un petit peu avant. Là. Moi, c'était pour ça que je voulais en parler. C'est qu'il y a moyen de gagner là,
Ben, c'est ça, t'es allé à Tout le monde en parle, Ouais, je pense. j'étais là, Tout le monde en parle. Puis c'était pour sensibiliser sur le sujet, mais de montrer que, hey, j'ai gagné, là. T'sais, je me suis pas laissé avoir, puis faites pareil. Là, acceptez pas ce comportement-là haineux. De plus en plus en ligne, ça a lieu. Puis les algorithmes sont beaucoup axés sur le rage bait, l'appât de la rage. Donc, l'algorithme va montrer souvent mes publications à des gens qui sont susceptibles d'être choqués par ma publication. Ils me suivent pas, là. Moi, je le vois dans mes statistiques, là. Il va le montrer à des gens qui ne me suivent pas, mais qui vont être... Qui vont te détester. Qui vont me détester. Vraiment? Ça marche? Donc, ça fonctionne comme ça? Ben oui, puis ça génère beaucoup plus d'engagement sur les réseaux sociaux, la haine que l'amour, bien malheureusement. Mais donc, par exemple, tu ferais une publication pro-environnementale, j'aime l'environnement. Ouais. C'est public. Là, Facebook va l'envoyer dans le feed, comme on dit, d'une autre personne qui haït l'environnement? Ben oui, à la limite, on pourrait le voir de même. Ben, c'est rare que les gens haïssent l'environnement. Non, c'est ça, là. Mais ça va être des choses qui vont être pas... Tu sais, on peut parler du débat de la vin, tu sais. Donc, c'est sûr que lorsque je fais une publication là-dessus, ben c'est beaucoup plus les gens qui sont contre la vin, au final, qui vont voir la publication, parce que Facebook sait très fortement que ces gens-là vont plus réagir que les gens qui sont du même côté que moi. Parce que s'ils sont de ton côté, les gens ne vont pas nécessairement dire « Ah, je suis de ton côté ». Non. Mais s'ils sont contre, « Ah, toi, là, je t'aime pas. » là. Ouais, je suis en anti-développement. C'est assez perturbant, cette réalité, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Oui. Je baigne aussi dans les réseaux sociaux là, de gestionnaires de communauté dans les cordes que j'ai à mon arc. Et puis, je le vois, là. C'est pas évident de capitaliser sur le beau. On peut le faire, là. Il faut le faire. Mais c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement une place pour se conscientiser tant que ça, parce que ça polarise plus, puis il n'y a pas place à une discussion franche où on va être beaucoup plus nuancé en face de la personne qu'en arrière de son ordinateur, puis tout le monde. Je dirais même qu'il y a de quoi de toxique dans ce climat-là, où est-ce qu'on est abondé de choses qui vont nous faire choquer. Ouais. Et c'est juste toutes les choses qu'on aime le moins, puis on voit pas les gens qui sont nuancés, qui sont pas à l'opposé. Tu sais. Ouais, la nuance de ne pas payer beaucoup sur les réseaux sociaux, non. Ouais. Mais dans la nuance, il y a la vérité. C'est pour ça qu'il faudrait revoir un peu le modèle, idéalement. Là. Ouais. Sinon, pour changer d'air, tu avais fait une exposition photographique. C'était Wilson pour les infos TCBH. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute.